L'élection présidentielle au Bénin relève désormais du passé, longuement redoutée tant elle a fait déchaîner les passions. Le scrutin devant permettre de choisir le prochain président de la République s'est tenu dimanche 11 avril dernier. Une première expérience dans le cadre des réformes dites du système partisan. Elle a permis de jauger le niveau de maturité du peuple dans la mise en œuvre de ces réformes. Si, pour les uns, ces réformes ont permis de réduire les candidatures fantaisistes afin de laisser place à de grands regroupements de vrais projets de société, pour les autres, par contre, il s'agit d'une légalisation de l'exclusion ayant occasionné une élection sans enjeu dont le président sortant se retrouve seul face à deux autres candidats inconnus au bataillon. Les vraies candidatures de l'opposition pouvant faire le poids face à ce dernier ayant été invalidées. Les détracteurs de la réforme avancent par ailleurs que les différents mouvements et partis politiques soutenant la candidature du chef de l'État ont été obligés de se croiser à maintes reprises aux mêmes endroits et faisant campagne pour le même candidat, tout en essayant chacun de tirer le drap de son côté par médias interposés. Mesdames et messieurs, les enjeux, quels sont les impacts et les enjeux des réformes dites du système partisan sur l'élection présidentielle du 11 avril 2021? C'est autour de cette thématique que nous lançons ce numéro de votre émission, L'actualité à la loupe. Avant de découvrir mes deux invités, je vous laisse suivre ce générique qui nous introduit dans cette émission. Et comme je vous le disais, nous avons aujourd'hui sur ce plateau deux invités, de grands invités de marque, bien sûr. Alors, je les laisse se présenter eux-mêmes à vous. À ma droite, nous avons... Bonjour à tout le monde, bonjour chers collègues, bonjour les collègues de l'autre côté des caméras. Je voudrais saluer tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Je suis Dodi Amouzovi, je suis professeur titulaire de sociologie. Je dirige le laboratoire d'analyse et de recherche, religion, espace et développement à l'université d'Abomey-Calavi. Merci beaucoup à vous, professeur Dodi, de répondre à notre invitation en face du professeur. Nous avons monsieur. Bonjour, chers amis téléspirituels, et que les bénédictions soient. On m'appelle Daméou Rabitan, je suis visionnaire astrologue, ministre aux Affaires sociales au Palais Royal d'Alada. Merci également à vous, Rabitan, de répondre à notre invitation. Alors, certains Béninois estiment que l'ambiance électorale de cette année aura été l'une des plus ternes que nous n'ayons jamais vécues. Avez-vous eu comme impression que la masse électorale à laquelle nous avons été habitués n'était pas au rendez-vous pour la dernière présidentielle? Rabitan, on va commencer par vous. Merci. Déjà, nous allons rappeler quand même que nous avons actuellement dans le monde une maladie qui sévit, une maladie qui éloigne la foule, et ça fait partie énormément de cette ambiance que nous avons constatée sur le terrain qui ne permettait pas un grand rassemblement. Même si le rassemblement hier, il avait beaucoup de précautions qu'il fallait prendre. Donc nous avons collé un peu cette maladie à cette ambiance qui a eu lieu lors de cette campagne électorale. Mais à part cela, il faut reconnaître aussi que le nombre de partis qui animaient les élections présidentielles était vraiment réduit. Donc cela aussi a tenu compte de ça. Et il faut quand même retenir que de tout cela, c'est vrai, l'ambiance n'a pas été tellement si forte comme on l'aime, le constater. Mais quand même, tout s'est bien passé et puis il a eu ce qu'il fallait pour que l'élection ait lieu. Votre avis sur la question? Déjà, je vous remercie. Je remercie M. Rabitan pour ces différents arguments annoncés. Il faut dire qu'à
à chaque contexte, à chaque période, à chaque scrutin, suffit son élection, ou à chaque élection suffit son scrutin. Il y a des particularités. Et cette année, on a commencé par évoquer un ensemble de particularités. Nous sommes au cœur même de cette pandémie par rapport à laquelle tout et son contraire est dit, où le maître mot, c'est la distance, le maître mot, c'est la solitude, le maître mot, c'est ne pas se mêler. Il y a d'abord ça. Il y a ensuite ce que les acteurs politiques, le système politique, tout bord confondu, ont développé ces derniers temps un certain nombre de positions, un certain nombre d'argumentaires. Certains sont allés même jusqu'à vendre la peur. Certains sont allés jusqu'à vendre la sinistrose. Certains sont allés jusqu'à menacer. Donc, les acteurs politiques, je ne veux pas stigmatiser un parmi les autres, ont vendu la peur, ont vendu la sinistrose, ont essayé de mettre dans le cœur du Béninois lambda tout, sauf ce qu'il devrait leur mettre. Parce que le politique, pour moi, c'est un éducateur. Le politique, c'est un accompagnateur. Mais quand vous voyez les acteurs politiques, pour une raison ou pour une autre, ont mis leur propre ego en avant au lieu de mettre le pays, le devoir civique en avant. Ça fait que, de bonne foi ou de mauvaise foi, certains ont cru en ce discours mauvais, en ce discours déstabilisateur. C'est vrai qu'en face, certains politiques, c'est vrai qu'en face, l'ensemble de la société civile, c'est vrai qu'en face, beaucoup de personnalités ont essayé de calmer, ont essayé de rassurer, ont essayé de montrer aux citoyens béninois l'importance de ce devoir civique. Mais comme vous le savez, les mauvaises herbes croissent plus vite que les bonnes. Donc, en la matière, il faut ajouter le fait que certains se sont amusés à faire peur, à jouer avec le feu. Ensuite, il y a le fait que lorsque vous regardez le comportement, là j'ai quitté le discours et je viens vers le comportement. Lorsque vous regardez le comportement d'un certain nombre de politiciens, notamment ceux qui ont avantage, ceux qui ont intérêt pour que tout ce mouvement s'arrête, pour que toute cette évolution s'arrête, pour que cette dynamique s'arrête. Quand vous regardez leur comportement, les comportements ne sont pas de nature à encourager le peuple béninois, le commun des Béninois, pour qu'il aille exprimer son vote. Donc oui, il y a une certaine réticence, il y a un certain froid. Il y a, je n'irai pas jusqu'à dire dédain, mais il y a un certain nombre de questions que beaucoup de Béninois se posent et qui, d'une manière ou d'une autre, j'ajouterai enfin que la situation de conflit, la situation d'incompréhension, la situation même d'affrontement qui a précédé le scrutin, toute cette situation a fait que beaucoup de gens se sont dit, si avant même que l'IAM ne soit préparé et bon à manger, j'ai déjà ces problèmes, il vaut mieux ne pas m'approcher de la cuisine, sinon je suis sûr de recevoir de la chaleur. Donc, ça a contribué à ce qu'un certain nombre de personnes, par peur, par prudence, par précaution, se sont dit, il vaut mieux rester chez moi. Mais, tout cela dit, ce que moi je retiens, c'est cette dynamique. Ce que je retiens, c'est cette ferveur. Ce que je retiens, c'est que la démocratie au Bénin, malgré tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, reste vivace. Et ceux qui n'ont pas compris comprendront. On va toujours rester avec vous, professeur Dodji Mouzouvi. Alors, parlant toujours des acteurs politiques, on a eu comme impression que les deux autres duos candidats étaient pratiquement invisibles sur le terrain. Est-ce que cela ne donne-t-il pas du grain à moudre aux détracteurs du système qui ont tout le temps crié que ces derniers ont été retenus justes pour donner de la crédibilité à l'élection présidentielle? Je n'ai pas cette impression. Je dirais même que ceux qui défendent cette position ne sont pas dans le pays, ne sont pas restés là où je suis resté, ou ne sont pas passés là où je suis passé. Vous êtes passé par où? Je peux vous dire que j'ai parcouru 60 communes sur les 77. Durant les 2 semaines de campagne électorale. Durant les 2 semaines de campagne électorale. Et ils ont tous été présents? J'ai été remarquablement et agréablement surpris de voir, de sentir, d'apprécier la présence
des 3 duos. Première chose. Deuxième chose, je me suis donné avec mes collègues universitaires et mes étudiants comme tâche d'analyser le discours politique dans cette situation-là. Mais je puis vous dire que les 2 duos n'ont pas fait du tout cadeau au 3e. Je puis vous dire que parfois, c'est frontal. Les duos opposants. Les duos opposants. C'est frontal. C'est un discours de campagne. Lorsque vous entendez un duo d'ici, je viens, je supprime la crière. Si je viens, je remets ceci en cause. Si je viens, je fais ci. Pendant 5 ans, tel n'a pas fait ci, tel n'a pas fait ça. Il dit, le débat est de haut vol, le débat est de haute facture. Donc, dire que les autres sont absents, c'est fou. Aussi bien dans les images que dans les paroles, ils sont très bien présents. J'ai vu les gens soulever des foules. Maintenant, me dire qu'ils n'ont pas soulevé autant de foules, qui n'ont pas été présents avec la même ampleur que l'autre, c'est vrai, mais que voulez-vous? Nous sommes allés au combat, mais nous ne sommes pas allés au combat avec la même organisation. Nous ne sommes pas allés au combat avec la même force. Si en face, un duo, un candidat a eu l'ingéniosité de mettre en place la bonne stratégie pour quitter l'affaire, pour aller vers le hameau, pour quitter le hameau, aller vers le village, aller le quartier, aller l'arrondissement, aller la commune, aller le département et aller la nation, il n'y a pas de raison qu'on ne le sente. Si les autres n'ont pas mis en place cette stratégie, pour une raison qui peut être financière ou une autre qui peut être absence de hauteur, de capacité, c'est normal que sur le terrain, il y ait une prise plus grande. Et c'est ce que nous avons toujours vu. Hier, c'était l'argent. Hier, c'était le pouvoir de l'argent. Heureusement que de plus en plus, nous sommes en train de sortir de là. Et hier, c'était qui a le plus d'argent, c'était qui partage le plus de sous. Qu'on suivait qui était en vue, même si ça ne réussissait pas toujours. On a vu des gens partager des milliards, mais échouer quand même. Mais l'argent dictait sa loi dans nos campagnes électorales. On va revenir sur cet aspect financier que nous n'avons pas observé au cours de ces campagnes électorales. Alors, Habitan, dites-nous, est-ce que vous avez, vous aussi, de votre côté, constaté la présence remarquable des 2 duos qui faisaient face au duo présidentiel? Oui, par rapport aux 2 duos, je crois quand même qu'on doit reconnaître que c'est des gens qui ne se sont pas préparés fortement, parce qu'il faut reconnaître que le président qui sortant, le président qui est en face, a sûrement préparé cette élection. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans. Donc ça veut dire que toutes les stratégies ont été déjà mises en place avant que les élections ne viennent. Mais quant aux autres, je vois les 2 duos. Je prends par exemple le duo à Gossa, et c'est des gens qui ne pouvaient même pas vraiment penser qu'ils iront aux élections. D'où le nom duo de la surprise. C'est ça, c'est un duo de la surprise. Et étant donné que c'est un duo de la surprise, et eux aussi sont surpris d'être dans la vague, il faut quand même comprendre que ce n'est pas possible qu'ils soient sur tout le terrain. Ce n'est pas possible, mais quand même, ils ont fait ce qu'il faut, parce que je crois quand même que la AK a fait un travail formidable. Et tout le monde avait la même période de passage, la même durée de passage pour s'exprimer. Et la campagne s'est plus passée sur les radios, sur les télés. Ils se sont exprimés comme cela se doit. Mais les retrouver dans tous les rameaux, ça ne pouvait pas être possible, parce qu'ils ne se sont pas vraiment préparés comme cela se doit. Mais l'autre, qui est le candidat qui est sortant actuellement, nous constatons que cette élection s'était préparée depuis des années. On va parler à présent du taux de participation. Alors, au regard des chiffres, les chiffres sortis des feuilles de dépouillement, on a comme impression qu'une fois encore, le taux de participation n'est pas ce à quoi on s'attendait. Le taux de participation, déjà, il ne sera pas vraiment élevé. Oui, ce n'est pas élevé parce qu'il a plusieurs aspects. Il a la peur qui a été vraiment présente, parce que tout le monde avait presque peur d'aller voter pour... Est-ce la peur ou le découragement des populations? La peur. Peur Moi, de quoi? j'ai constaté la peur, oui, peut-être se faire affronter, parce que ça a commencé, ça s'est annoncé, beaucoup l'ont annoncé, beaucoup ont prévu faire des casses, d'accord? Il a la peur, mais il faut reconnaître aussi qu'il a un aspect. Cet aspect, c'est depuis que le président Talon a commencé par vraiment organiser les élections, nous avons constaté cet aspect. Vous savez, les votants ont été mal éduqués par les politiciens. Avant d'aller voter, ils prenaient de l'argent.
Parce que pour eux, ils se disent, c'est la seule condition, ou bien c'est la seule... c'est la période pendant laquelle il faut se faire de l'argent. Il faut se faire de l'argent. Pourquoi pas? C'est la seule fois que je pourrais prendre quelque chose chez lui avant qu'il ne revienne encore dans 5 ans. Dans mon village, je l'ai constaté. J'ai demandé aux gens, mais pourquoi vous n'allez pas voter? Ils ont dit, mais ils ne nous ont rien donné. Ils ne nous ont rien donné, mais on vous donnait quelque chose avant. On dit oui, même si c'est 1000 francs, on nous donnait. Mais là, maintenant, on ne nous a rien donné. Ils ont bouffé seuls là-bas. Ils veulent que moi j'aille voter. Je ne peux pas aller voter. Pensez-vous pas qu'ils ont raison? Non, ils n'ont pas raison parce qu'ils ne connaissent pas leur devoir. Si vous connaissez votre devoir, vous n'avez pas besoin d'argent avant d'aller voter. Donc ça veut dire que les éducateurs politiques avaient mal fait leur travail. Ça a commencé un peu, mais ça reste encore. Donc ce n'est que sur ça que moi je peux vraiment m'appesantir. La peur et aussi le fait que l'argent n'a pas circulé. Parce qu'avant, chacun, on te promettait, bon, si tu reviens, on voit juste la preuve que tu as voté, tu as de l'argent que tu prends. Donc aujourd'hui, maintenant, ce n'est pas ça. Tu vas voter, tu rentres chez toi. Donc je crois quand même que c'est cet aspect surtout qui a fait baisser le taux de participation. Professeur Dodji, qu'est-ce que vous en dites? D'abord, je veux être très prudent. On n'a pas encore les chiffres officiels du taux de participation. Tous ceux qui interviennent actuellement et qui sont plus ou moins officiels évoquent le fait qu'il n'y a pas eu grande affluence. Je ne suis pas resté observateur des bureaux de vote du début jusqu'à la fin. C'est vrai qu'au moment où j'allais voter, je n'ai pas senti... je vote généralement à la même heure. Donc, comparaison n'est pas raison, mais je n'ai pas senti la grande affluence. Mais s'il arrive que le taux de participation était en baisse, ça ne me surprendrait pas. Ça fait partie de l'ordre normal des choses. Nous ne sommes pas une exception que le taux de participation ne soit pas élevé ou ne soit pas dans tout le monde. Même dans les nations les plus démocratiquement assises, il arrive que le taux de participation monte, baisse selon les cas. J'insiste pour dire que le taux de participation dans une élection démocratique est un baromètre sérieux, est un enjeu important. Et plus le taux monte, mieux on sait que le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, est en train de prendre tout son envol. Mais lorsque le peuple se désolidarise, lorsque le peuple ne sort pas pour aller désigner ses représentants, et en l'occurrence son président de la République, si le taux de participation est donc bas, il faut ramener la balle à terre et il faut décrypter. Je pars donc de ce principe. Dans l'hypothèse que le taux est bas, mon collègue en face d'Arabitan a commencé par donner un ensemble de raisons qui sont tout à fait valables. Nous pouvons remonter plus loin. Le taux de participation le jour du scrutin, il est carrément en déphasage avec la foule qu'on a soulevée chaque fois qu'il y a meeting. C'est ça. Posons-nous la question de savoir pourquoi entre le meeting, entre les foules qu'on a soulevées, et cette fois-ci sans sous, et le jour où chacun individuellement devait aller mettre son bulletin, qu'il y a une sorte de décalage. Ce qu'il y a, c'est que... Non, mais on peut se dire que les gens répondaient au meeting espérant recevoir quelque chose au retour. C'est possible. Et pour le fait que cette fois-ci, nous avons entrepris de rendre un peu plus vertueux le système politique, un peu plus vertueuse la politique chez nous. Et là, ça fait partie des grands gains des 5 dernières années. Je viens de vous dire que hier, c'était l'argent qui dictait sa loi. Aujourd'hui, la presque totalité de ceux qui sont allés au meeting vont vous dire, j'y suis allé avec mes propres moyens, je suis revenu avec mes propres moyens, je n'ai pas eu 200 francs, je n'ai pas eu de t-shirt, je n'ai pas... Moi, je suis dans plusieurs forums. On a dit, pour avoir la casquette, il faut envoyer une contribution. Il faut donner 1000 francs, il faut donner 2000, il faut faire ci, il faut faire ça. Or, avant, c'était le candidat, c'était le parti qui dépensait énormément d'argent. Si je ne prends que cet aspect, je suis très heureux de la politique de chez moi. Pour dire, l'argent ne dictera plus sa loi, mais le militantisme, mais les compétences, mais la valeur intrinsèque du politicien. Et quand on parle de valeur intrinsèque du politicien, on parle de la bonne politique. Mais quand on parle de l'argent, c'est toute une cohorte de conséquences, parce qu'il faut bien qu'il trouve l'argent quelque part. Une fois élu, il faut bien qu'il retourne l'argent à sa place. Et où est-ce qu'on va trouver l'argent? C'est encore le peuple qu'on va gruger. Donc il y a que, quand j'analyse la foule qui est soulevée,
et qui a peut-être pensé qu'en allant là-bas, il va trouver l'argent, mais qui n'est plus retourné, il peut avoir une sorte de déception. Deuxième, il a dit tout à l'heure, nous, on n'a pas bouffé. Puisque pendant des années, des dizaines d'années, on nous a dit que politique rime avec argent. Et on passe, on dit campagne de proximité. La veille, on passe de maison en maison, on distribue l'argent et c'est avec ça que on est sûr que vous allez voter. Il est arrivé même une fois dans une communauté où le candidat, parce qu'ils ont compris qu'on a commencé par les trahir, il a pris une masse d'argent, il appelle la population, il appelle le chef et il dépose l'argent sur le vaudou de la communauté. Il dit, c'est pas moi qui vous ai donné l'argent. C'est le vaudou qui vous donne. C'est avec lui que vous avez signé le pacte. Or, lui, vous suit même dans les isoloirs. Si vous ne votez pas pour moi, vous aurez affaire au vaudou. Vous avez vu jusqu'où on est allé, on a impliqué les déités. C'est pas du chantage, c'est une stratégie politique. Et il a eu les 90% dans ce village-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent a intégré, comme je l'ai dit, est maître du système. On a sorti ça maintenant. Ceci peut expliquer cela. Il ne faut pas perdre de vue le fait que la veille, nous avions entendu des vertes et des pas mûres. Nous avons entendu des menaces. Nous avons entendu des choses qui ne sont pas dignes du Béninois. On a observé des casques. Nous avons observé des casques. Nous avons observé des morts, nous avons déploré des morts. Malgré le grand professionnalisme de nos forces de sécurité et d'ordre, le symbole de la République a été touché. Par qui? Je sais qu'ils répondront de leurs actes. Je sais que si je me fie aux réseaux sociaux, il y a des chasseurs, il y a des gens venus d'ailleurs, il y a des mômes, tous ces gens-là répondront. Moi, je suis sûr que l'honneur de la patrie sera lavé de ce point de vue. Donc, quand vous prenez tout ça, le citoyen lambda, le père de famille, la mère de famille qui a vu ça à longueur de réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur tout ce que vous voulez, dit attention, mon frère reste chez toi, mon fils reste chez toi, je reste chez moi. Certains disent j'attends pour voir jusqu'où la situation va évoluer et vers le soir je vais aller ou à midi je vais aller, etc. Tout ça a contribué ou pourrait contribuer à décourager, en plus du fait que beaucoup de politiciens aujourd'hui ne sont pas des exemples. Il y a très peu qui aujourd'hui s'affichent comme des éducateurs, s'affichent comme des exemples. L'intoxication, la mauvaise information, le mensonge ont fini de détourner. Je voudrais simplement espérer, et c'est un nombre de personnes, dont moi, dont Rabitan ici, dont vous, allons travailler maintenant que le scrutin est passé à réconcilier la masse de Béninois avec eux-mêmes, pas avec la politique, les réconcilier avec eux-mêmes parce que aller voter c'est un devoir citoyen. Et quand je vote, je suis citoyen, donc je suis en paix avec, je suis réconcilié avec moi-même. C'est une sensibilisation qu'on va devoir enclencher dans les années à suivre. Alors, ce boycott de la non-participation de ces électeurs, est-ce qu'on peut le mettre sur le dos des candidats recalés? Les candidats recalés, est-ce qu'on dira ça? Je ne crois pas. Parce que déjà... Sont-ils pas des commanditaires? Oui, les commanditaires, c'est possible. C'est possible parce que nous avons lu beaucoup de choses, nous avons appris beaucoup de choses, on a entendu même beaucoup de choses. Et ils sont en partie responsables de ce qui s'est passé et c'est d'abord leur souhait. Il faut le reconnaître, c'est leur souhait. Leur souhait est que beaucoup ne sortent pas pour aller voter, mais il faut quand même reconnaître aussi à la population béninoise que malgré ça, il y a des gens qui sont allés voter. Malgré ça, il y a des gens qui sont allés voter. Vous allez le voir, même il y a des villages où c'est presque 100% qu'ils ont voté. Donc, nous pensons quand même que la maturité béninoise, ça commence pas à monter. Et il faut du travail, comme l'a dit le professeur Amouzouvi. Il faut qu'on continue maintenant que le scrutin est parti. Il faut les sensibiliser, il faut les éduquer. Il faut qu'ils sachent que c'est leur chose. Parce que si tu ne choisis pas, il sera. Si tu le choisis, il le sera. Donc, le mieux, c'est d'aller choisir celui que tu veux. Sinon, si tu restes à la maison, d'autres vont choisir le président pour toi et tu vas assumer.
d'autres vont choisir le député pour toi, tu vas assumer. Donc le mieux, c'est d'aller choisir celui que tu veux et tu dis, ah, après tout, j'ai voté pour telle personne, il a été retenu, non, j'ai voté pour lui, il n'a pas été retenu, et c'est la volonté de Dieu, parce que nous devons retenir toujours que toute autorité vient de Dieu. C'est ça. Alors cette élection présidentielle est la toute première organisée par le régime de la rupture. Quelles sont, selon vous, les premières analyses qui se dégagent de cette élection? Les premières analyses, déjà, nous allons reconnaître quand même que dans l'ensemble, tout s'est très, très bien passé. Je l'ai dit, tout s'est bien passé, malgré les quelques cas qui ont eu lieu. Mais je crois quand même que même le jour du vote, il n'en a pas tellement eu avant le vote. C'est avant le vote qu'il a eu tellement de cas, mais le jour du vote, ça s'est vraiment amélioré. Et nous pensons quand même que ça a permis aujourd'hui aux Béninois de savoir que pour aller voter, il faut vraiment compter sur un bon candidat. Le candidat qui mérite, celui qui peut travailler pour ton pays, il faut aller voter pour lui. Il faut plus suivre l'argent. Et il faut retenir aussi, parce que nous ne voyons pas seulement le côté physique, nous allons vers le côté spirituel. Ce qui s'est passé, ce premier test d'élection présidentielle, nous avons constaté quand même que c'est d'abord une prédiction qui s'est réalisée, parce que Est-ce qui avait été prédit? Ce qui avait été déjà prédit, c'était que l'élection se passera très bien et le président candidat va passer au premier tour. Au premier tour, il aura un chiffre de chaos qui sera là, et c'est ce que nous avons constaté. Nous n'en sommes pas encore à l'étape du chaos. Nous ne sommes plus à l'étape du chaos, mais déjà, si nous voyons les chiffres. Est-ce que les prédications avaient prédit, si je peux m'exprimer ainsi, qu'il y aurait des casses à la veille de l'élection? Oui, les prédictions l'avaient prédit, parce que vous devez savoir que avant les élections, nous avons fait une consultation du FA au niveau du royaume d'Alada. Et le soulèvement a été pris. Le FA disait qu'il aura de tensions, mais après tout, le candidat sur qui nous avons fait la consultation sera le gagnant. Et c'était le signe Tchéoli. Le signe Tchéoli dit, c'est un signe qui disait que l'écureuil devait aller labourer son champ le matin, d'accord, mais les grands animaux l'attendaient pour lui dire qu'ils vont le dévorer dans la matinée. Il a appris et il s'est déjà réveillé tôt. Déjà à 1h du matin, il a fini de labourer au plus tard à 5h. D'accord? Et c'est maintenant à 8h qu'ils se sont levés et lui, il avait déjà fini. Il s'est rendu chez lui. Donc, c'était déjà prédit qu'il aura de casse, mais le candidat sur qui nous passons, nous on avait demandé, est-ce que le président Talon, s'il revenait, est-ce que c'est bon pour le pays? Et c'est le signe qui était sorti. Le signe qui nous disait, celui sur qui vous êtes en train de faire cette consultation, la personne a déjà dépassé cette étape et est déjà très loin. Donc c'était le chaos qui était prédit. En attendant que le chaos soit officiel, quelle expérience on peut retenir de cette première élection présidentielle organisée sous le régime de la rupture? Je vous remercie. Je rebondis sur ce que vient de dire mon visionnaire pour dire, c'est l'une des premières fois que j'ai vécu une bonne campagne en termes de réduction du nombre de candidats. Nous n'avons pas eu de candidats pléthoriques. Nous n'avons pas eu de candidats plaisantins. Excusez-moi du terme. Dans ce pays, on a trouvé des gens avec candidatures de plaisanterie, point barre. Nous n'en avons pas eu. On n'a pas la trentaine, on n'a pas la vingtaine. Et on ne peut pas, pour une élection présidentielle, au nom de la démocratie plurale, ils s'en vont dire, allez, tous ceux qui veulent n'ont qu'à aller, non. Donc, il y a déjà que la réforme du système partisan a permis d'avoir 3 choix. Et quand vous suivez, quand vous lisez les programmes des uns et des autres, il y a des points sur lesquels ils se rejoignent, mais il y a aussi des points sur lesquels ils sont diamétralement opposés, ce qui permet à l'électeur de choisir en toute connaissance de cause. C'est une très bonne chose. La deuxième chose, c'est que nous avons affaire à des gens qui savent de quoi ils parlent, qui le disent avec conviction. Ils le disent avec leurs mots. Et le président Talon nous avait dit, la compétition aura lieu. La compétition a eu lieu. Mais quand on dit la compétition aura lieu, ça ne veut pas dire que les compétiteurs ont le même gabarit.
Ça ne veut pas dire que les compétiteurs ont les mêmes chances. Ça ne veut pas dire que les compétiteurs ont le même poids. Sinon, ça va faire match nul 0-0. Donc, il y aura forcément, au terme de la compétition, il y aura que quelqu'un sortira vainqueur. Et c'est ce que nous espérons que dans quelques jours, dans quelques heures, la Sénat et puis après la Cour constitutionnelle le proclame. Le dernier scrutin m'amène aussi à dire que dans notre pays, nous sommes capables du meilleur. Et que nous devons laisser derrière nous le pire pour faire face au meilleur. Afin que nous commençons réellement par assumer nos paroles et nos gestes. Tous ces gens-là qui, d'une manière ou d'une autre, ont orienté la population dans le sens de ne faites pas ci, ne faites pas ça, j'espère qu'ils répondront de leurs actes. Dans tous les cas, ils répondront de leurs actes devant l'histoire, devant leur conscience, mais j'espère aussi qu'ils répondront de leurs actes devant les juridictions. Regardez. Il y a des communes entières, des arrondissements entiers où le vote n'a pas eu lieu. La Sénat, qui a quand même autorité en la matière, a annoncé, je crois, 16 arrondissements où ça n'a pas eu lieu. Pourquoi ça n'a pas eu lieu? Qui sont les responsables? Est-ce la faute à la Sénat qui n'a pas pris les dispositions et envoyé le matériel? Est-ce la faute à d'autres personnes qui ont bloqué ceux qui doivent aller faire le travail? Est-ce la peur? Je crois que après la pluie, après le vent, nous allons comprendre et on décidera de pourquoi les élections n'ont pas eu lieu dans ces arrondissements. Si c'est de la volonté de la population, quel est le message qu'ils veulent porter? Pour qu'à 100%, on ne permette pas aux gens de voter. Ou qu'à 100%, les gens décident de ne pas aller voter. Et puis on comprendra. Si c'est une fracture sociale au niveau de l'arrondissement, on trouvera les spécialistes pour régler ce traumatisme social. Maintenant, si c'est des caprices, des acteurs, parce que je ne pense même pas que ceux qui ont été recalés en sont pour quelque chose. Non. Parce qu'ils ont été recalés comment? Vous ne pouvez pas avoir volé, je donne un exemple, hein? Vous ne pouvez pas avoir volé, être pris dans les mailles de la police et dire parce qu'on m'a enfermé, mes frères et mes soeurs, pourquoi ils ont été recalés? Est-ce que tout était en ordre? Est-ce que tout était bien fait? Ne suivons pas les partisans, ne suivons pas la norme. Nous sommes dans un état de droit. Et si les droits sont normalement établis, il n'y a pas de raison pour qu'on recale X ou on recale Y. Le fait est là que certains ont voulu, mais ils n'ont pas pu. Ils sont quand même allés. Si ils avaient rempli les conditions, c'est sûr qu'ils seraient. Donc, si, je dis bien si se trouve que c'est parce qu'on a recalé certains que d'autres, les supportants, ne sont pas allés voter, ça veut dire qu'ils supportent du faux. Ça veut dire qu'ils supportent de l'à peu près. Ça veut dire qu'ils supportent de l'illégalité parce qu'ils ont été recalés le plus légalement du monde. Ceux qui sont les partisans et qui n'ont pas voté pour cette raison, je pourrais donc dire qu'ils préfèrent le chaos de l'illégalité au bon vivre ensemble de la légalité. Alors, professeur Dodi Abouzovi, de façon générale, il s'agit déjà de 3 élections que le pouvoir en place a organisées. Quelle lecture faites-vous de ces élections dans leur ensemble? La lecture que je fais de cette élection dans l'ensemble, c'est 2 choses pour aller très rapidement. La première, c'est la vitalité de notre démocratie. Comme toute expérience, comme toute institution sociale, comme tout organisme vivant, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des transformations, il y a des mutations. Donc, le processus démocratique au Bénin est en train de se transformer, d'évoluer, de s'enrichir, de perdre certains éléments, d'en gagner d'autres. De ce point de vue, je suis complètement en phase avec l'évolution. Demain, il y aura d'autres défis, il y aura d'autres réalités, nous aurons d'autres choses. Comme toute institution, ça a un certain nombre de faiblesses. Il nous revient, Béninois, citoyens, convaincus de corriger ces faiblesses, de renforcer là où on doit renforcer. Et comme tout système démocratique, je note que les élections qui sont passées et celles qui viennent de se produire encore, le dernier scrutin, reposent sur un ensemble de tests. Qu'on le veuille ou non, qu'on reproche des choses ou non à ces tests, à la date d'aujourd'hui, c'est les tests qui nous régissent. On s'y plie
Et après, on dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? On corrige pour que les prochaines fois, ce qui a cloché ne cloche plus pour que nous avancions. Je remarque également de la hauteur, de la maturité au niveau du peuple béninois. Je ne rêve pas de ce que pour une élection, les 100% vont sortir. Je constate qu'il y a une certaine réticence, une certaine désaffection, chose qu'il faut corriger parce que la démocratie, pour moi, elle est d'abord légale avant d'être légitime. Je note enfin que la politique, le système démocratique, toutes les réformes annoncées depuis les 5 dernières années et toutes les réformes faites ont ceci d'important qu'ils sont en train d'ennoblir la chose politique en le retirant des mailles, des étreintes de l'argent. Et rien que ça, pour moi, c'est important. Alors, Maître Rabitane, que retenir donc de ces réformes du système partisan? Est-ce une réussite ou un échec? Ou on continue toujours l'expérimentation? Nous sommes encore dans l'expérimentation parce que vous devez reconnaître que pendant 25 ans, ça a fonctionné autrement. Une habitude que tu as eue pendant 25 ans, si en 5 ans tu vas rapidement t'habituer, je crois qu'il faut vraiment du chemin. Sinon que les 3 élections qui viennent de passer et organisées par le président actuel, nous avons constaté que tout est bien basé sur les réformes. Et les réformes sur lesquelles les Béninois ne sont vraiment pas encore trop imprégnés parce qu'ils ont autre habitude pendant 25 ans. Et c'est après, pendant 5 ans maintenant que vous voulez changer cette habitude. Il faut souffler quand même qu'il aura un peu de couac, mais avec le temps, ça peut aller si on s'y efforce parce que ce qui est bon, c'est bon. Il faut travailler avec ce qui est bon. Il faut évoluer avec ce qui est bon parce que ça vous permet d'aller vers le développement. Aujourd'hui, maintenant, nous avons fait des élections sans trop dépenser. Trop dépenser, il n'y a pas des milliards qui ont circulé, c'est déjà bon. Ça prouve quand même que nous sommes en train d'être matures. Parce que dans les pays développés, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas l'argent. Vous ne comptez pas sur l'argent pour être élu. Vous ne comptez pas sur l'argent pour aller voter. Donc si aujourd'hui cela est en train d'être inculqué dans la tête des Béninois, je crois que d'ici 10 ans, nous allons constater que ça va vraiment prendre et ces réformes seront vraiment appréciées de tous. Alors pour ces 3 élections qui viennent de passer, le camp d'en face a toujours créé l'exclusion. Avez-vous comme impression que le régime en place refuse la compétition ou la compétition ouverte comme aiment le créer les opposants? Non, les opposants, ils sont dans leur rôle, c'est ce que j'ai dit. Pendant 25 ans, ils ont eu une habitude. D'accord? Et si en 5 ans, vous voulez tout changer, il faut quand même souffler qu'ils vont crier. Et le plus important pour moi, je crois quand même que chacun n'a qu'à essayer de vite se conformer aux réformes. On a dit, désormais, on marche comme ceci. Et tu dis non, moi je vais continuer à marcher comme ceci, tu ne pourras aller nulle part. Donc, il faut qu'ils se conformer aux tests de la République, se conformer à tout ce qui a été retenu. Parce que les tests qui ont été votés, les tests qui sont mis en branle aujourd'hui, je crois quand même que ce ne sont pas d'autres nations qui sont venues nous imposer ça. C'est bien les Béninois qui l'ont voté. Ce sont les politiciens qui l'ont voté. Donc les autres politiciens doivent savoir qu'en démocratie, c'est la majorité qui gagne. Et quand la majorité impose quelque chose, pour aller loin, va te conformer à ce que la majorité a dit et tu pourras gagner aussi. Sinon, si tu dis non, je suis minoritaire, mais c'est ce que je dis qui doit passer, ça veut dire que vous ne faites plus la démocratie. Parce que pour nous, quand on dit démocratie, c'est la voix de la majorité. Et si la majorité a dit, désormais c'est comme ça, vite se conformer et puis attendre. Savez-vous que c'est la majorité qui le dit ainsi? Si, c'est la majorité. Parce que tous les politiciens que nous voyons aujourd'hui, ils sont de quel bord? Si nous prenons les grands partis, les 2 grands blocs, ils font plus que les autres. Les autres vous diront que c'est les politiciens de la rupture. Les politiciens, non, mais je crois quand même que ce sont des politiciens. Quand on parle des politiciens de la rupture, je vois quand même les mêmes personnes. Hein. Je prends par exemple un député comme Gbadamassi, d'accord? Est-ce qu'il est politicien depuis des années? Il a fait tous les régimes. Pour le moment, il est politicien de la rupture. Bon, c'est toujours comme ça la politique. D'accord? À un moment donné, il faut se conformer à ce qui est là. Donc, je crois quand même que les autres, le plus important pour aller loin, parce que les élections viennent encore pour aller loin, moi, je leur demande simplement de se conformer aux tests le plus tôt possible pour ne pas créer après
l'exclusion. Quelques petites deux questions avant de clôturer cette émission, professeur Dodi. Alors, à l'analyse de tout ce que nous avons vécu à l'issue des élections issues de la réforme du système partisan, bien sûr, et quelles sont, selon vous, les imperfections à corriger? Avant de parler d'imperfections, je voudrais quand même dire un mot à la suite de ce que le visionnaire vient de dire. Si exclusion il y a, parce que moi je ne vois pas d'exclusion, si exclusion il y a, les gens se sont exclus eux-mêmes. Ils ne peuvent pas accuser le pouvoir, ils ne peuvent pas accuser quelqu'un de les avoir exclus. Je donne juste deux exemples. Le premier exemple que je vais donner, nous étions tous là, ils étaient tous là lorsque ces lois étaient en train d'être discutées, d'être reprises, et d'être votées. Il y a eu le dialogue politique dans ce pays, on les a invités et ils ont discuté. Pourquoi est-ce qu'en ce moment-là, ils n'ont pas usé de tout ce dont ils usent maintenant pour faire arranger ou évoluer les choses dans le sens qu'ils estimaient être le mieux pour le pays? Ils se sont tus. Vous allez me dire comment et pourquoi. Je vais vous répondre en disant, chaque député, on dit les 83 députés sont d'un camp, je suis d'accord, mais chaque député est d'un village et d'une circonscription. Si moi j'étais à la place de ces gens-là, et que j'organisais des forats, ou que je ramenais ces députés chacun dans son coin, et que le député sente que réellement sa base n'est pas d'accord avec ça et fait des propositions alternatives, est-ce que vous pensez que ça va se passer tel que ça s'est passé? Ils sont obligés d'écouter les gens. On n'a rien dit. On s'est tu. Le député a écouté ceux qu'il pouvait écouter depuis sa base, et c'est le député de la nation, et on a voté, donc la nation a voté. Première chose. On ne peut plus revenir maintenant dire, parce qu'en son temps vous êtes tu, vous avez gobé ça. Deuxième élément, pour dire que personne ne les a exclus, ils se sont exclus. Ces lois-là que vous dites qu'elles sont anti-républiques, qu'elles sont inclusives, etc., etc., c'est au nom de ces lois que vous avez décidé de déposer vos candidatures. Ils sont allés en duo. Or, la loi a dit, entre autres, il faut le parrainage, il faut le duo. Ils ont accepté de déposer en duo. Dans quel pays on a vu, dans quelle communauté on a vu une loi, vous décidez d'appliquer une partie et vous abandonnez l'autre, vous échouez maintenant et vous dites qu'on m'a exclu. S'ils avaient réuni le parrainage, comme ils ont réussi à convaincre le duo, est-ce qu'ils seront exclus, entre autres? Ils n'ont pas fait ça. Donc on ne peut pas dire que quelqu'un les a exclus. Ils se sont exclus parce qu'ils n'ont pas respecté les tests de la République. Bon ou mauvais, c'est les tests. Et ils avaient la possibilité d'agir sur ces tests. Ils n'en ont rien fait. Les tests ont été pris, ils ont été promulgués. Maintenant, on passe à l'application des tests. On va les appliquer. À votre question, qu'est-ce qu'il faut corriger? Ce qu'il faut corriger, il faut déjà corriger la tête de chacun de Béninois. Il faut corriger le cœur de chacun des Béninois. Il faut corriger... C'est d'abord le rôle de chacun de nous. Le président, il vient, il est un peu comme l'alpha et l'oméga de ce processus démocratique. Mais les vrais acteurs, c'est vous, c'est moi, c'est ceux qui nous suivent. Est-ce que j'ai une nation, une patrie autre que le Bénin? Qu'est-ce que je veux pour le Bénin? Monsieur Talon va passer, tout son gouvernement va passer, mais le Bénin reste... toujours béni, éternellement. Donc chacun a sa place, chaque citoyen, chaque acteur, chaque béninoise et chaque béninois, avant de parler, avant de penser, avant d'agir, doit se dire, je le fais pour qui? Je ne le fais pas contre qui, hein? Je le fais pour qui? Et si la réponse est que je le fais pour le pays, je crois qu'on aura gagné 75% la résolution des problèmes qui sont les nôtres. Parce que chacun doit travailler pour le rayonnement, pour la révélation et pour le développement de son pays. Ensuite, c'est tous ceux qui sont en position de leader, à commencer par les dirigeants du président, le gouvernement, le président d'institutions, etc., etc. Et à descendre dans les leaders religieux, tout type de leaders qui ont pignon sur rue, qui peuvent parler et drainer des gens avec eux. Ils doivent agir à deux niveaux. Ils doivent agir au niveau comportemental pour que leur seule présence, leur seule apparition soit déjà un exemple pour le monde. Ah, si Rabitan, il fait ça, si Rabitan, il dit ça,
parce que pour moi c'est un modèle, je vais donc faire comme lui. Mais si un pasteur arrive, si un vaudouno arrive, si un imam arrive, si un acteur religieux ou un leader arrive, et au lieu de se positionner en éducateur, en objecteur de conscience, en éveilleur de conscience, il se pose en le contraire de ces choses, on n'aide pas. Ces faiblesses, il faut les corriger pour pouvoir, comme je l'ai dit à l'entame, non pas réconcilier le Béninois avec la politique, puisque la politique, in fine, c'est pour le pays, pour réconcilier le Béninois avec lui-même. Ainsi, nous aurons un Béninois qui travaille, nous aurons un Béninois qui est bien dans la tête, nous aurons un Béninois qui porte le développement de ce pays. Mais tant qu'il n'est pas réconcilié avec lui-même, il demeure un problème, il demeure un danger. Voilà l'État à corriger, travailler pour l'unité nationale, travailler pour gommer les aspérités, travailler pour enlever l'ivraie du bon grain, parce qu'il y aura toujours des gens pour nous tirer vers l'arrière. Il faut les détecter, il faut les dénoncer, il faut les mettre hors d'état de nuire à la République. C'est ça. Par tous les moyens. On doit évoluer. Parce que nous, on avance. Alors, vous êtes astrologue, vous êtes visionnaire. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer dans ces réformes pour le futur? Pour le futur, déjà, chacun des Béninois doit retenir le sacrifice. Il faut le sacrifice. Vous voulez un développement, vous ne voulez pas vous sacrifier, vous ne pouvez pas vous développer. Et c'est ce qu'il faut mettre dans la tête du Béninois aujourd'hui. Et ce sacrifice vient aussi du travail. Parce que si tu ne te sacrifies pas et tu dis non, aujourd'hui il faut que moi je gagne en même temps, je m'en fous du développement, je m'en fous de ce qui doit venir après, on ne peut pas évoluer. Mais les Béninois aujourd'hui, dans notre tête, c'est que nous voulons aussitôt manger et puis ça s'arrête là. Mais l'enfant qui viendra demain, on s'en fout. On mange, on lave l'assiette et c'est fini. Or, le système qui est en place et que moi je suis en train d'analyser et que tous les jours que Dieu fait, j'analyse, je vois que c'est un système, ce n'est pas pour nous qui sommes là, mais c'est pour les générations à venir. C'est pour les générations à venir. Si nous ne savons pas que nous devons travailler pour les générations à venir, le Bénin sera toujours au même niveau. Mais si nous voulons que le Bénin évolue, vous prenez par exemple, moi j'ai suivi un jour un Chinois qui venait prendre du bois ici chez nous. J'ai dit, mais quand vous allez en Chine, qu'est-ce que vous faites avec ce bois que vous venez acheter chez nous? Parce que jusque-là, je ne vois pas encore ce que le Chinois amène qui est fait à base du bois. Il nous dit, mais nous, on ne touche pas encore à ça. On veut utiliser ça après 50 ans. Après 50 ans, est-ce que c'est celui qui est venu acheter là qui veut utiliser ça après 50 ans? C'est la génération à venir qui veut utiliser ça après 50 ans. Mais ils sont venus aujourd'hui pour partir avec tout. On prépare des choses pour la génération. Pour la génération à venir. Donc, tous les Béninois doivent savoir que le système qui est mis en branle aujourd'hui, ce n'est pas un système pour être riche, ce n'est pas un système pour avoir de l'argent, mais c'est un système pour se sacrifier. Il faut travailler pour se sacrifier, pour permettre à la génération à venir de savoir qu'il faut travailler. Ah, nos parents ont travaillé, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Mais si nous ne savons pas ça, et on pense que, bon, oui, il faut rentrer en politique pour avoir de l'argent, il faut travailler un peu pour avoir de l'argent. Sans travailler, il faut avoir de l'argent, on ne peut aller nulle part. Donc moi, je crois quand même que c'est un bon système, il faut suivre ce système pour pouvoir évoluer. Vous aviez dit tantôt qu'avant les élections, vous avez fait des prédications, si c'est ainsi que ça se dit. Oui, des prédictions. Prédictions, voilà, et que vous aviez le phare révélé que c'est le président Patrice Talon qui serait le président de la République. Si tel devenait le cas, en attendant que la Sénat et la Cour constitutionnelle ne donnent les résultats définitifs, et quel serait donc votre accompagnement en tant que spirituel pour la réussite de ce mandat? Mais notre accompagnement est habituel, notre accompagnement est quotidien. Je crois quand même pour ceux qui observent un peu Rabital, ceux qui observent un peu les têtes couronnées que nous essayons de cocher, vous allez constater quand même que même avant les élections, nous avons demandé encore comment faire pour que cette élection se passe dans la paix avec le phare. Et toutes les révélations qui étaient sorties, il a eu des dépenses de près de 250 000 francs qui étaient là pour faire les sacrifices. Mais ces dignitaires n'ont pas cherché à avoir un seul politicien avant de sortir l'argent pour faire. Nous ne pouvons quand même pas dire qu'aujourd'hui, ces sacrifices qui ont été faits n'ont pas eu leur effet. Ils ont eu des effets parce que ce n'est pas ce que les gens pensaient. Je dis bien, ce n'est pas ce que les gens pensaient, ce n'est pas ce que les gens désiraient, mais le pire était prévu, mais les mains de nos ancêtres ont suivi et ont tout apaisé et les esprits mauvais ont été
anéanti. Donc nous pensons quand même que nous sommes dans le dynamisme, nous accompagnons le système. Et tout système qui vient, nous sommes là pour l'accompagner parce que toute autorité vient de Dieu. Et en tant qu'initié, un initié est là pour accompagner celui que Dieu met à sa place. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Un mot de fin, professeur Dodi Amouzovi. Je vais d'abord vous remercier l'initiative, je remercie votre position avant-gardiste de réfléchir et d'apporter la bonne information à tous ceux qui nous suivent de par leur position et souhaiter que vous continuiez sur la même lancée. À tous ceux qui nous suivent, surtout aux Béninois d'ici et d'ailleurs, mon mot de fin, ce serait que chacun travaille à son niveau pour être une étoile au ciel. Et s'il ne peut pas être une étoile au ciel, qu'il travaille quand même pour être une lanterne sur terre. Nous vous remercions aussi, je vous remercie infiniment pour cet effort. Apporter l'information, éclairer les Béninois, c'est quand même très important. Et nous pensons quand même que Dieu sera avec nous, les membres de nos ancêtres vont nous accompagner. Et ce quinquennat qui va démarrer sera le succès pour tout Béninois. Et ça serait pour notre bien-être. Amen, on peut le dire ainsi puisque c'est un initié qui a fait une prière, nous l'acceptons. Et plaise au ciel que les 5 prochaines années qui s'ouvrent à nous soient des années fructueuses. Mesdames et messieurs, c'était donc l'actualité à la loupe. Ce numéro a reçu pour vous le professeur Dodi Amouzovi qui est un socio-anthropologue, il est président du LARED. Voilà, en face de lui, il y avait Maître Rabitane qui, lui, est un astrologue. Visionnaire. Voilà, un visionnaire astrologue. Merci à toute l'équipe technique qui a accompagné cette émission. Merci à vous également pour l'attention accordée à notre Web TV, votre Web TV, la Josia Web TV. Merci et à très bientôt pour un autre numéro de l'actualité à la loupa.